Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Carmona, le président du Crédit Mutuel Arkea. La Banque bretonne va devenir société à mission au printemps prochain. Un engagement solennel et opposable qu'il va nous expliquer, nous détailler dans une minute. Notre débat portera sur la fin de vie des panneaux solaires. Sont-ils recyclables? La filière est-elle prête? C'est un enjeu majeur pour un secteur à forte croissance. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Team Sport qui propose aux entreprises des flottes de vélos de fonction choisies sur catalogue par les salariés. Banque, énergie renouvelable, mobilité, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Julien Carmona, bienvenue. Vous êtes donc le président de Crédit Mutuel Arkea. Quelques chiffres pour démarrer, 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, près de 5 millions de sociétaires et clients dans la banque assurance. D'ailleurs, j'ai dit banque, mais c'est la banque assurance, évidemment. Vous avez confirmé il y a quelques semaines, c'était le 28 janvier en conseil d'administration, la volonté de faire de votre banque une société à mission. Pourquoi ? Pourquoi ? Bonjour Thomas Hugues, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, je dirais que c'est quelque chose qui nous correspond bien et qui est complètement dans la ligne de notre modèle. Peut-être 2-3 mots sur Crédit Mutuel Arkea, parce qu'on est une banque un petit peu différente. On est une banque territoriale. On est une des seules banques françaises qui a son siège non pas à Paris, mais en région, c'est-à-dire à côté de Brest, dans une commune du Finistère qui s'appelle le Relecq-Kerhuon. Effectivement, nous sommes nés en Bretagne et dans le sud-ouest, et nous rayonnons sur toute la France. Nous sommes une banque territoriale par construction, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est le financement de l'économie réelle et le financement des projets, des acteurs, des territoires. Par exemple, on ne fait pas d'activité de marché, ce qui s'appelle la BFI, la Banque de financement et d'investissement. On y a renoncé et on s'en porte très bien. Ensuite, vous avez parlé de nos 11 000 collaboratrices et collaborateurs, c'est vrai. On est une banque de taille intermédiaire. On n'est pas dans les mastodontes de 100 000 et quelques collaborateurs. Et cette taille nous donne à la fois une agilité et une proximité par rapport au terrain et je dirais une attention à l'humain. Et puis le dernier point, c'est notre origine, notre modèle. On est une banque coopérative, donc une banque sans actionnaires, une banque qui appartient à ses clients et sociétaires. Et je dirais que dès l'origine, par construction, on a eu en tête autre chose que le profit et donc un souci de l'intérêt général qui a rencontré ce beau mouvement initié par la loi Pacte et qui aboutit aujourd'hui, entre autres, à la société à mission. Oui, donc vous êtes dans cette cohérence, dans cette logique. Évidemment, la question centrale, c'est le sens. Vous parliez de la loi Pacte qui passe par la définition d'une raison d'être. Nous voulons être acteurs d'un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands enjeux sociétaux et environnementaux de notre planète pour les prochaines générations. Ça, c'est votre raison d'être. En fait, derrière ça, il y a la question du sens. Ça signifie quoi d'être banquier aujourd'hui ? Alors, c'est quelque chose qui est à la fois un métier ancien et un métier qui mérite d'être refondé. Il faut continuer à bien faire ce métier, tel que nous le faisons, métier de banquier, métier d'assureur, apporter à nos clients une grande qualité de service, les produits dont ils ont besoin. Mais au-delà, c'est vraiment la question de l'impact positif qu'on doit avoir. Vous savez que les banques ont une responsabilité majeure parce qu'elles financent l'économie. Ça nous met vraiment à la fois une place centrale et une vraie responsabilité. Ce qu'on est amené à financer aura un impact justement sur l'économie, sur la société. Et donc ça amène à se poser des questions. Où est-ce que nous voulons être? Où est-ce que nous ne voulons pas être? Un exemple, on n'est pas les seuls, mais on a annoncé une sortie complète des énergies fossiles à l'horizon 2030. Ça, c'est un premier engagement. D'ailleurs, d'ores et déjà, il n'y a plus de financement pour des nouveaux projets. Et l'encours qu'on a en 2030, il n'y en aura plus pour le charbon, le pétrole, le gaz. Donc ça implique, au fond, à la fois de faire son métier comme on l'a fait, et de se poser des nouvelles questions. À quoi ça sert? Est-ce que ça a un impact positif, neutre ou négatif? C'est à la fois essentiel, et puis c'est passionnant. Ouais, devenir société à mission, on est vraiment dans la loi Pacte, il y a une progressivité. Ça change quoi concrètement? Alors, je dirais à la fois
comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est logique. On a été la première banque française à adopter une raison d'être en 2019. On ne s'est pas précipité sur le statut de société à mission, puisque c'est en 2022 qu'on va, si nos actionnaires, si nos sociétaires le décident, en mai prochain, le devenir. Pourquoi ? Parce qu'on voulait d'abord à la fois mesurer cet engagement. Donc je réponds à votre question, c'est un niveau d'engagement plus élevé, engagement, transparence, responsabilité. Et puis, on a, si vous voulez, un peu l'obsession de la preuve. C'est vraiment le faire avant le dire. D'autres sociétés, ça peut être différent. Nous, c'est vraiment d'abord faire et ensuite dire. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses, dont ce que je vous ai dit sur la sortie des énergies fossiles, dont le fait que toute notre gamme d'épargne, enfin 93% de nos produits, est aujourd'hui labellisé ESG, pour avoir un certain nombre de changements concrets et pour dire maintenant que ces changements sont ancrés, on y va. Ouais, parce que c'est un engagement qui est à la fois solennel et opposable. Dans le opposable, il y a le risque juridique. Est-ce que c'est une dimension qu'il fallait intégrer aussi ? C'est une dimension qu'il faut tout à fait intégrer. Elle est nouvelle, donc on n'a pas encore de jurisprudence ou de doctrine. Mais il est évident que... Est-ce qu'il faut parler de risque juridique ou d'opportunité ? Je ne sais pas, mais qu'il y aura cette dimension-là. Au-delà, et vous savez même bien avant, le premier tribunal, c'est le tribunal de l'opinion publique. Et donc l'opinion publique, face à une société à mission qui se serait donné des engagements et qui ferait exactement le contraire, l'opinion publique, au travers des clients, des consommateurs, des parties prenantes, sera impitoyable et probablement beaucoup plus qu'avec une société lambda. Oui, mais c'était déjà le cas d'une certaine façon quand vous définissez une raison d'être, parce que même si elle n'est pas opposable dans les statuts, comme vous le dites, le tribunal de l'opinion publique peut venir vous chercher en disant attendez, vous ne respectez pas tel ou tel aspect de vos engagements. Dans les engagements, il y a l'approche équilibrée entre performance financière et impact. Vous me l'avez dit, vous sortez des énergies fossiles, mais est-ce que c'est rentable aujourd'hui, les énergies fossiles ? Est-ce que vous y perdez de l'argent ? Écoutez, le fait de faire ce choix. Non, on n'en faisait déjà pas beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est ce qu'on appelle un renoncement, effectivement. Oui, on perdra un peu d'argent. Et puis, ce n'est pas la seule dimension. On est par ailleurs une banque tout à fait rentable. Et la dimension économique et financière, elle reste importante. C'est la condition pour faire tout le reste. Et puis de la pérennité de nos activités. Mais il y a la question des renoncements. Et puis, il y a quelque chose qu'on a développé. Je crois qu'on est les premiers à l'avoir développé. C'est une comptabilité intégrée, une mesure de la performance globale, où on prend la performance financière, ça c'est relativement aisé à calculer, et la performance extra-financière, ça c'est une autre affaire, c'est de mesurer nos externalités, positives ou négatives. Négatives, c'est par exemple, j'ai financé une entreprise qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a un impact sur l'environnement, on le mesure en prenant le prix de la tonne de carbone émise. Et des impacts positifs, c'est par exemple la création d'emplois. Ce dispositif qu'on a développé, qu'on va publier dès cette année, pour avoir une mesure de l'impact, et je peux vous dire qu'elle est positive, heureusement, ça va être notre guide et ça va être un moyen, je dirais, de rationaliser nos décisions. De ne pas prendre des décisions juste pour des grands principes, des grandes déclarations, mais de dire... Voilà, je prends cette décision-là, ça nous coûte du point de vue financier, mais je réduis mes externalités négatives et donc j'améliore ma performance globale. Ça va être un guide. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le faire avant le dire, ça c'est intéressant. Est-ce que d'une certaine façon, vous avez décidé d'aller jusqu'au stade de la société à mission parce que vous aviez déjà évalué le fait d'être dans un impact positif avec ce système de comptabilité intégrée? Oui, absolument. C'est vraiment un cheminement, une progressivité. Et en tout cas, ça n'est pas de se lancer dans cette aventure de la société à mission pour des raisons de communication, de marque ou ce genre de choses. Même si, par ailleurs, je pense que c'est bien vis-à-vis du monde qui nous entoure et vis-à-vis notamment des candidats. Vous savez qu'un des premiers sujets aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'attirer des candidats et candidates de qualité. Et évidemment, c'est un peu rebattu de dire c'est la question du sens, mais le sens du travail, c'est aussi important aujourd'hui que la nature, la rémunération et les conditions de travail qu'on propose. Parmi les engagements que vous avez pris, il y a cette idée d'accompagner les parties prenantes dans leur transition environnementale. Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus rapide et peut-être plus violent que d'autres? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la transition, elle peut aussi être économiquement violente. La transition, elle aura un coût et un coût considérable. Et on le voit au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la montée des prix, justement, des énergies fossiles et ainsi de suite. La question de qui va assumer ces coûts est une grande question, et une question politique
et social, puisque, je dirais à titre personnel, il ne peut pas être question que ces coûts soient assumés par les ménages les plus modestes. Je mets de côté la question politique pour vous répondre. Qui dit transition dit progressivité. Vous parlez de violence et de choc, c'est vrai, mais il me paraît important, tout en ayant en ligne de mire l'urgence climatique, qu'on se donne du temps et qu'on donne du temps à certains secteurs. Je pense à l'immobilier, je pense au transport, je pense à l'agriculture. On est une des banques françaises, pas la plus importante, vous la connaissez, mais une des banques françaises de financement de l'agriculture, notamment en Bretagne et dans le sud-ouest. Ici, on est face à un secteur qui est essentiel pour la sécurité alimentaire, le bien manger, la contribution au territoire, au paysage, et qui en même temps, pour un certain nombre d'aspects, a une transition à accomplir. Notre pari, notre stratégie, c'est de faire cette transition avec les acteurs de l'agriculture eux-mêmes. Et on vient de s'engager, de lancer une politique claire là-dessus, qu'on appelle politique agro-responsable. Mais ce n'est pas en forçant les gens, ou ce n'est pas en leur disant « vous êtes bon, vous êtes méchant » qu'on obtiendra des résultats concrets. Merci beaucoup, merci Julien Carmona d'être venu nous présenter donc cet engagement. Ce sera au mois de mai que le Crédit Mutuel Arkéa deviendra société à mission, si vous êtes suivi, mais on a bien compris que c'était quasiment acté. On passe à notre débat sur la fin de vie des panneaux solaires. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et je vous présente tout de suite les invités de ce débat. Jérémy Simon, bonjour, bienvenue. Vous êtes délégué général adjoint du syndicat des énergies renouvelables en charge des filières électriques. À vos côtés, Nicolas Defresne, bonjour. Bonjour. Le directeur général de Soren. Je commence avec vous, c'est quoi Soren ? Donc Soren, c'est un éco-organisme. Un éco-organisme, c'est une société qui assure, pour le compte de ses metteurs sur le marché, la gestion des équipements en fin de vie. Voilà, les panneaux solaires dans notre cas. Donc c'est vraiment, ça a été créé pour la filière des panneaux solaires, c'est ça ? Absolument, c'est un engagement en fait de la filière photovoltaïque qui est lié à une réglementation qui s'appelle la réglementation D3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques, qui existe depuis 2005 pour tout un tas d'équipements. Et cette filière a décidé de se regrouper au sein de Soren pour gérer de manière collective l'ensemble des panneaux photovoltaïques. Le syndicat des énergies renouvelables, ça représente quoi en nombre d'entreprises, en poids du secteur ? Alors, on représente toutes les filières d'énergie renouvelable en France. Oui. Ça représente 450 entreprises adhérentes à peu près. Voilà, on représente aujourd'hui 166 000 emplois en France pour un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros par an. On représente les filières d'énergie renouvelable électrique comme l'éolien, terrestre, maritime, le solaire photovoltaïque, l'hydroélectricité, mais également les filières actives dans la chaleur renouvelable et le bois énergie, la géothermie, etc. Oui, donc c'est assez vaste, secteur en croissance, évidemment. Secteur en croissance, avec des caractéristiques propres à chaque filière, en fonction des enjeux, mais on est effectivement des filières d'avenir, ouais, tout à fait. L'électricité renouvelable, toutes sources confondues, ça couvre près de 25% de l'électricité annuelle consommée, ça c'était les chiffres de l'an dernier, et le solaire couvre 3% de l'électricité annuelle consommée l'an dernier. 3%, Jérémy Simon, c'est là où on se dit c'est pas beaucoup. Là aussi, ça donne quoi les chiffres ? C'est un photovoltaïque en croissance, en forte progression ? Je ne me rends pas bien compte. C'est une filière qui a énormément progressé depuis à peu près 15 ans, à partir du moment où elle s'est mise en place en France, avec des taux de raccordement annuels assez équilibrés. Et à noter quand même que l'année dernière, en 2021, on a battu le record avec un raccordement à hauteur de 2,7 gigawatts, ce qui est très important pour la filière, avec un gros potentiel pour l'avenir également. Alors 3%, vous disiez, 3% de consommation électrique en France. Il faut savoir que certaines régions sont mieux dotées que d'autres. C'est les régions du Sud qui bénéficient d'un meilleur ensoleillement. La couverture, là, s'élève notamment en région de Nouvelle-Aquitaine jusqu'à près de 10% d'électricité consommée par le solaire. Donc c'est quasiment une personne sur 10. Alors, si on rentre dans le détail du débat sur la question du recyclage, Nicolas Defresne, dans un panneau solaire, qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui ne se recycle pas ? Alors c'est principalement un produit constitué de verre à un peu plus de 60%. Vous avez aussi de l'aluminium.
Tout ça se recycle assez facilement et c'est des procédés qui existent déjà de longue date. Vous avez les câbles et puis vous avez surtout en fait la cellule en silicium qui est dopée avec des métaux critiques qui d'ailleurs sont extrêmement valorisables et qui ont un enjeu important en termes de création de valeur en matières premières secondaires. Donc on est aujourd'hui sur des taux de valorisation qui atteignent 94% dans les cas les plus performants. On se situe en moyenne entre 90 et 94%. Et alors l'autre aspect, c'est la durée de vie. C'est quoi la durée de vie d'un équipement? Alors, la durée de vie d'un panneau, c'est généralement 25 ans. Aujourd'hui, en réalité, personne ne sait réellement puisque on est sur un premier cycle. On constate que, en tout cas, les panneaux, les performances durent dans le temps et que les promesses des fabricants sont tenues. Vous avez plus un sujet que je qualifierais de durée d'usage. C'est-à-dire que le progrès technologique dans les panneaux photovoltaïques est tel que vous avez des situations où, sur un foncier notamment qui est limité, il peut y avoir un intérêt en fait à changer les panneaux photovoltaïques anciens pour des neufs, même si les anciens fonctionnent encore, pour justement produire plus d'électricité, mais toujours sur la même surface. Oui, mais alors à ce moment-là, on retombe dans l'enjeu de notre débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des anciens? C'est-à-dire que si on les renouvelle plus vite parce que la technologie fait que les nouveaux panneaux solaires sont plus efficaces, en fait, c'est cette logique-là, qu'est-ce qu'on fait des anciens? Où est-ce qu'ils partent, en fait? Alors, il y a deux voies. Oui. Vous avez ce qu'on appelle le réemploi et la réutilisation, c'est-à-dire les anciens qui ont encore des performances suffisantes de les réutiliser pour d'autres emplois. Soren d'ailleurs crée un fonds de réemploi sur les 5 prochaines années qui va représenter un peu plus d'1,5 million d'euros pour justement soutenir les acteurs qui réutilisent ces panneaux. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser des panneaux qui étaient par exemple sur des grandes centrales, sur notamment du mobilier urbain. On peut penser par exemple électrifier dans les campagnes des abribus, donner un peu de lumière aux écoliers qui attendent leur bus tôt le matin pour recharger son téléphone portable. Et puis la deuxième voie, c'est le recyclage à proprement parler, la valorisation. Donc là, nous, en France, on travaille avec 3 unités de traitement, dont une est en construction en ce moment à côté de Bordeaux. On travaille avec une unité également à Toulouse et une unité à côté de Lille. Jérémy Simon, est-ce qu'il y a des idées fausses, des idées reçues autour du parc photovoltaïque et de sa recyclabilité? Tout à fait. On entend souvent parler dans les réseaux sociaux ou dans les médias de certaines contre-vérités, notamment sur le fait que les panneaux solaires soit contiennent des terres rares, par exemple, ce qui est complètement faux, soit ne se recyclent pas. Justement, on vient de démontrer le contraire avec l'existence d'une filière très structurée d'éco-organismes avec Soren. Oui. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que dès la mise sur le marché d'un produit, le producteur ou le fabricant paye une petite écotaxe. Et à partir de ce moment-là, tout est pris en charge du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a à partir d'un certain volume de déchets, le camion qui vient au pied de l'usine, qui récupère les panneaux et qui l'emmène au centre de retraitement. Donc c'est vraiment très très structuré depuis, comme le disait Nicolas, à peu près 2014. Ouais. Vous parliez de métaux critiques, c'est pas la même chose que les terres rares. C'est quoi les métaux critiques en fait? Alors les métaux critiques dans les panneaux photovoltaïques, c'est principalement l'argent et vous avez aussi l'indium et du gallium. Il n'y a pas de terres rares dans les panneaux photovoltaïques. Il y a une note d'ailleurs de l'ADEME qui le précise, que vous avez parti, vous mentionnez les idées reçues qu'on peut avoir, c'en est une. En revanche, aujourd'hui, on se rend compte que la transition énergétique ne va pas pouvoir se faire sans l'économie circulaire. Et en particulier dans la situation actuelle où on parle beaucoup de souveraineté, il y a cette notion que moi j'aime beaucoup qui est celle de mines urbaines. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui recréer de l'industrie photovoltaïque en Europe, c'est un enjeu de souveraineté énergétique, aussi de souveraineté industrielle. Si on veut le faire, on a besoin de ces matériaux critiques qui sont en tension. Le recyclage, c'est une des voies pour les avoir. Ça permet de les avoir de manière plus écologique et puis aussi peut-être plus éthique parce qu'on sait que le recyclage est fait dans des conditions sociales et environnementales qui correspondent à nos normes justement. Ouais. Jérémy Simon, il y a souvent, alors c'est plus vrai pour les éoliennes que sans doute les panneaux photovoltaïques, mais à la question de l'acceptabilité par les riverains. Là, on est en plein contexte de hausse des prix de l'énergie, de hausse des prix du carburant, de questions de souveraineté avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez que ça va faciliter les prochains projets en matière d'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque? On se rend compte effectivement avec la crise actuelle, la nécessité d'aller encore plus loin et d'accélérer sur les sujets de souveraineté, notamment de souveraineté énergétique.
Et on considère évidemment au syndicat des énergies renouvelables que les ENR ont toute leur place et doivent être un pilier pour cette accélération vers une meilleure prise en main du destin énergétique de la France. Mais l'acceptabilité, ça reste un écueil. Pas dans tous les cas, mais ça reste un écueil. Donc, c'est quoi les leviers que vous activez pour finalement rendre ces projets plus acceptables? Parce qu'il y a un moment où il va bien falloir que nous, consommateurs, on choisisse. Soit on est dans la main de puissances étrangères pour le gaz ou le pétrole, soit on accepte d'avoir des nouvelles centrales nucléaires ou des parcs éoliens ou du photovoltaïque près de chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est vrai qu'en termes d'acceptabilité, il ne faut pas non plus se tromper de thermomètre, c'est-à-dire qu'on voit des oppositions locales, territorialisées ou localisées sur certains territoires. En revanche, fort de différents sondages d'opinion, notamment auprès des riverains, en réalité, on se rend compte que l'adhésion des Français aux énergies renouvelables est très très forte, avec des taux d'adhésion qui sont très forts. Ça ne nous empêche pas effectivement de traiter le problème ou la difficulté quand elle se présente devant nous, en expliquant, par exemple, en luttant contre certaines contre-vérités, on en parlait avec la question des terres rares ou de recyclage, mais aussi en incitant les parties prenantes à participer à des éventuels débats publics qui ont lieu, en expliquant que l'implantation ou le développement du solaire photovoltaïque n'équivaut pas à une artificialisation des sols, comme ça pourrait être le cas, par exemple, de la construction d'infrastructures de génie civil avec tout ce que ça implique. Donc voilà, juste expliquer et démontrer que finalement, ce sont des énergies qui vont se développer et qui commencent déjà à faire partie du paysage. Oui. Et puis, encore une fois, il va bien falloir qu'on choisisse. 15 000 tonnes de panneaux solaires collectés entre 2015 et 2020, Nicolas Defrenne. Ça, c'est sur les 5 dernières années, pas tout à fait, mais c'est quoi la perspective ? C'est en forte augmentation? Comment Absolument. Donc on est sur un produit, on est sur un marché d'équipement. Donc en fait, il y a un effet de rattrapage entre ce qui est vendu et puis ce qui est collecté en fin de vie. On sait qu'à terme, on sera aux alentours de 200 000 tonnes par an. Aujourd'hui, le gisement en France, c'est 1 200 000 tonnes. Donc aujourd'hui, on est vraiment tout au début de la courbe. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire en termes de création d'emplois, parce que le recyclage, c'est créateur d'emplois. Nous, on travaille beaucoup, notamment avec les sociétés d'insertion, les sociétés de l'économie sociale et solidaire. Nous, on estime qu'à terme, d'ici une quinzaine d'années, ça représentera 1000 ETP par an en France. Donc c'est quelque chose... Emploi équivalent temps plein. Exactement. Oui. Et donc ça permet aussi, vous parlez de l'acceptabilité sociale, je pense que c'est important de montrer qu'au-delà de l'engagement environnemental de la filière sur ces questions, c'est créateur de valeur dans les territoires, parce qu'on recycle en France, on ne va pas recycler évidemment ailleurs. Il y a le principe de proximité qui est très important, nous, lorsqu'on choisit un prestataire. Donc vraiment, il y a une vision qui n'est pas simplement sur les critères économiques, environnementaux, mais qui est aussi sur les critères sociaux. Oui, effectivement, c'est important. Quand on parle d'avenir, là aussi, Jérémy Simon, on a évalué le nombre de panneaux photovoltaïques qu'il va falloir pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'énergie en France. On je ne sais pas si on se dit, parce que le problème c'est à quel horizon, quoi. Si on à l'horizon 2028-2030, ce serait 150 000 tonnes, oui. D'accord. Ouais. Et par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on est à 15 000. Oui, donc voilà, c'est un fort développement. On s'attend à un fort développement, oui, tout à fait. Mais c'est possible, là aussi, il y a peut-être une idée reçue, même dans le nord de la France? Ah oui, tout à fait, oui. Mais par exemple, en 2021, l'une des régions qui a le plus raccordé de panneaux solaires, c'est le Grand Est. Et ben voilà, ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas, on parle mobilité tout de suite. Smart Ideas avec Team Sport. Je vous présente Jérôme Blanc, bonjour. Bonjour Thomas. Le cofondateur de Team Sport avec Alain Atlani, idée lancée en fin 2019, c'est ça. Mais le vrai business model, il apparaît pendant le premier confinement, c'est ça? Racontez-moi. Exactement. En fait, on a lancé la société en octobre 2019 et on a placé vraiment les bases de notre service Team Mobilité qui est proposé de la location de vélos aux entreprises. Et on a amélioré l'offre petit à petit et elle est arrivée en fait à sa plénitude au moment de la sortie du confinement avec un service performant qui a été sollicité par les entreprises à partir de mai 2020. Oui, donc rapidement vous avez vu que l'idée était bonne. C'est quoi le principe de Team Mobilité ?
Alors, c'est en fait les sociétés qui veulent proposer une mobilité alternative à leurs collaborateurs, des collaborateurs qui venaient auparavant soit à vélo, soit en voiture, soit en métro, et qui décident de passer au vélo. Et on propose en fait un vélo de fonction. Donc, c'est un vélo qui est proposé en location pendant 36 mois, avec une multitude de services, donc casque, cadenas, assurance, entretien, assistance rapatriement. C'est pour vraiment avoir un service sur mesure pour les collaborateurs. Mais c'est le salarié qui choisit? Sur le catalogue, comment ça se passe? Oui, alors le salarié va choisir un type de vélo dans un catalogue qui est proposé par l'entreprise en fonction notamment du budget que souhaite mettre l'entreprise. Et le salarié va participer financièrement à la location. C'est ça aussi la grande différenciation par rapport à la voiture de fonction. Le salarié participe à hauteur de 30% et l'entreprise participe à hauteur de 70%. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'avantage en nature dans le vélo de fonction. Donc c'est très souple fiscalement pour un salarié. Qui sont vos clients? C'est quelle taille d'entreprise? Alors nous, on est plutôt basé sur des ETI, PME, donc des entreprises allant jusqu'à 1000 collaborateurs, plutôt orientés sur des métiers d'avocat, des métiers bancaires, conseils. Et on commence à voir également des startups, des licornes françaises commencent à nous faire confiance. Ça représente une flotte de combien de vélos aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a un tout petit peu plus de 600 vélos en circulation, qui sont essentiellement des vélos à assistance électrique, basés sur Paris et maintenant progressivement en province. On a ouvert plusieurs villes comme Dijon, Bordeaux, Lille, Lyon. Donc on est en train de conquérir le territoire national. Vous proposez aussi un logiciel de gestion, c'est ça, de ces flottes? Comment ça fonctionne? Exactement, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est que ce soit simple d'utilisation. Donc un fichier Excel, au début, c'est bien pour commencer. Et puis petit à petit, on a mis de la tech. Et on a créé un outil de gestion qui s'appelle Team Manager, avec une double entrée. Une entrée pour le référent de la flotte, qui permet de visualiser que TeamSport réalise bien sa prestation de service. Et une entrée pour les collaborateurs, qui peuvent sélectionner leur vélo directement depuis l'application. Et également faire appel pendant la location à tous les services. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, assurantiel, d'entretien, ou de réparation. Alors vous annoncez, c'est l'actualité, un partenariat avec les taxis G7. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi l'idée? Non, comme je vous l'ai dit, on a plutôt des personnes qui sont des cadres supérieurs, en fait, qui font appel à nos services. Et ces gens-là, en fait, ne peuvent pas se retrouver dans l'impossibilité de se déplacer avec notamment leur vélo. Imaginez, vous allez au bureau, le soir, il se met à pleuvoir des cordes, vous devez ramener le vélo chez vous, plutôt que de le laisser au bureau et de faire des trajets en métro. G7 propose une solution pour déplacer votre vélo avec vous dans le taxi. Et on a trouvé ça assez malin. Donc le collaborateur peut rentrer chez lui avec son vélo sur un porte-bagages à l'arrière du taxi. D'accord, donc c'est un service que vous rajoutez à la gamme de c'est un service complémentaire qui vient vraiment remplir cette mission de service sur mesure. Donc pour l'instant, il y a une centaine de taxis G7 sur les 9000 de la flotte, mais on pense que ça peut grandir. C'est quoi les perspectives de croissance de TeamSport? Nous, on veut maintenant continuer à recruter, parce qu'on est 10 personnes, mais on veut aller un petit peu plus loin, notamment recruter des commerciaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la province. On est très présent à Paris, mais en province, on le fait depuis Paris. On veut mettre des commerciaux localement et également recruter des mécaniciens, parce qu'il y a toute une prestation également de réparation. À Paris, on a nos propres mécaniciens, mais on veut également avoir nos mécaniciens en région, là où il y aura des commerciaux. Une période comme celle que l'on est en train de vivre, avec une hausse rapide des prix des carburants, forcément, ça vous avez des clients qui vous appellent en vous disant bon, il faut qu'on fasse quelque chose? Ça commence doucement. On a eu beaucoup de clients qui arrivaient justement pour une alternative à la voiture, réduire les émissions de CO2 pour améliorer la politique RSE de leur entreprise. Et on commence aujourd'hui des gens qui viennent nous voir en disant effectivement, un plein d'essence coûte cher. Aujourd'hui, avec un plein d'essence, je pourrais éventuellement me louer un vélo pendant un mois avec TeamSport. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup, Jérôme Blanc, d'être venu nous présenter TeamSport. Bon vent à cette entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!